Et col roulé, depuis qu'on t'a greffé des roulettes et bétonné ton cou, tu nous fais croire que tu souffres. Et ça t'empêche pas de nous faire canibales, hein? Petit canard, va. T'aimerais bien t'ébrouer dans mes nids avec ta petite pine toute fine, hein? Sauf que si tu fous comme tu causes, il va falloir éditer la notice. Je sens que ce soir, je vais conclure. Désolé. Ensuite-moi tout ça, une poignée de gravier. Montre-leur qui on est, ces bâtards. Les chiens mangent les chiens. Bonjour, salut bande de masochistes cinéphiles. Aujourd'hui, on va parler du film qui a fait le plus de dégâts psychologiques que toute la filmographie de David Cronenberg réunie. Je parle évidemment d'Indiana Jones et le Temple maudit. Ce magnifique doigt d'honneur aux parents qui pensaient emmener leur môme voir un gentil film d'aventure. Alors installez-vous confortablement avec votre cocktail préféré. Je vous recommande quelque chose de fort, vous allez en avoir besoin. Et laissez-moi vous raconter comment deux génies d'Hollywood ont décidé de transformer leur dépression post-divorce en cauchemar cinématographique pour enfants. C'est parti pour un voyage au cœur des ténèbres de Spielberg et Lucas. Quand les divorces font du cinéma la genèse du bordel. Alors imaginez la scène. On est en 1982, George Lucas vient de se faire larguer par sa femme Marcia, qui repart avec la moitié de son pognon Star Wars. Steven Spielberg, de son côté, se fait plaquer par Amy Irving. Bref, nos deux réalisateurs milliardaires sont dans une merde émotionnelle totale. Et qu'est-ce que font deux mecs déprimés avec des millions de dollars? Ils font un film sur des mecs qui arrachent des cœurs, évidemment. Lucas débarque chez Spielberg avec son script et lui sort « Steven, j'ai envie de faire un truc vraiment dark ». N'importe quel pote normal aurait répondu « George, mec, va voir un psy ». Mais non, Spielberg, probablement bourré au whisky de déprime, répond « Putain, ouais, faisons-le le film le plus fucked up qu'on puisse imaginer et appelons ça un divertissement familial ». Le script original est encore pire, si vous pouvez imaginer ça. Il y avait des scènes de torture qui auraient fait passer Saw pour oui oui. Lucas voulait littéralement exorciser ses démons conjugaux en montrant des rituels sataniques à des gamins de 8 ans. Thérapie de couple 0, trauma générationnel 1. Le casting ou comment convaincre des acteurs de se faire torturer pour l'art. Harrison Ford revient parce que, bon, 10 millions de dollars, ça aide à oublier qu'on va passer 3 mois à bouffer de la merde dans la jungle. À ce stade, Ford commence sérieusement à en avoir plein le cul d'être le mec qui court partout en fouet. Mais l'argent, c'est l'argent. Et puis Spielberg sait comment le prendre. Harrison, tu vas pouvoir faire toutes tes cascades toi-même. Ford, cet abruti magnifique, signe direct. Pour Willie Scott, Spielberg caste Kate Capshaw, une actrice qui va littéralement faire chialer pendant 3 mois avant de l'épouser. C'est ça l'amour à Hollywood. Chérie, je t'ai fait hurler de terreur pendant 90 jours d'affilée. Épouse-moi. Le syndrome de Stockholm version Spielberg. Capshaw a dû apprendre à chanter Anything Goes en mandarin, ce qui est déjà une forme de torture en soi. Fun fact dégueulasse, Willy passe son temps à crier dans le film parce que Spielberg trouvait ça authentique. Authentique, mon cul, ouais. La pauvre Capshaw a littéralement perdu sa voix à force de gueuler. Ils ont dû post-synchroniser presque la moitié des hurlements. Imaginez le job. Alors, Kate, aujourd'hui, on va enregistrer 47 variations de « Ah !» Prends ton temps, on a toute la journée. Puis il y a Jonathan Kikwan, alias 2001, ce petit génie de 12 ans qui n'a jamais foutu les pieds sur un plateau. Le gosse accompagnait son frère à l'audition et faisait le con dans la salle d'attente. Spielberg le voit et se dit «
Ce môme a plus de charisme que la moitié des acteurs que j'ai vus aujourd'hui. Boum, casté. Le gamin va sauver le film en étant le seul personnage attachant dans ce merdier. Pour Molaram, le grand méchant, ils prennent Amrish Puri, une légende du cinéma indien qui accepte de se transformer en psychopathe satanique. Le mec était tellement flippant que même entre les prises, l'équipe technique évitait de croiser son regard. Il paraît qu'il adorait rester dans son personnage pour faire chier les visiteurs du plateau. Un jour, un gamin de l'équipe est venu avec son père. Puri l'a regardé en faisant son rire démoniaque. Le gosse a chialé pendant 3 heures. Légende. Le tournage. Apocalypse Now avec des singes et de la dysenterie. Le tournage commence au Sri Lanka. Et dès le premier jour, c'est le festival de la merde. Littéralement. L'équipe entière chope la chiasse et dans les 48 heures. Harrison Ford perd 15 kilos. Mais pas grâce à un coach sportif. Non, grâce aux amibes locales qui ont décidé de faire la fête dans ses intestins. La température monte à 45 degrés à l'ombre, sauf qu'il n'y a pas d'ombre. Les insectes sont gros comme des pigeons. Un assistant réalisateur s'est fait piquer par une araignée et sa main triple de volume. Spielberg regarde et dit « Gardez les caméras, on peut utiliser ça pour le film. » Le mec, il a aucune limite, ce mec. Parlons de cette putain de scène de banquet. Les plats exotiques étaient techniquement comestibles. La soupe aux yeux était faite avec des litchis. Les scarabées étaient en chocolat. Mais sous les projecteurs, l'odeur était absolument immonde. Un mélange de poisson pourri, de sueur et de désespoir. Kate Capshaw a vomi pour de vrai pendant une prise. Spielberg, coupez pas, c'est parfait. Le sadique. La scène avec les insectes, putain, cette scène. Des milliers de cafards, araignées et autres saloperies vivantes. J'aime pas ça. Personne n'avait prévenu Capshaw. Sa réaction de panique totale, 100% authentique. Elle est littéralement en train de péter un plomb à l'écran. Les assurances ont menacé de tout arrêter 3 fois. Un cafard s'est barré et ils l'ont cherché pendant 2 heures parce que c'était une espèce protégée. Un cafard protégé, bordel. La cascade ou comment Harrison Ford a failli crever 17 fois. Les cascades du pont suspendu, quelle histoire de ouf. Ils ont construit ce putain de pont sur 3 continents différents parce que Spielberg... Enfin, voilà pourquoi. Ford, ce cow-boy suicidaire, insiste pour couper lui-même les cordes du pont. Les cascadeurs le supplient. Harrison, mec, laisse-nous faire notre job. Ford, ta gueule, je suis Indiana Jones. Résultat, une hernie discale et 3 semaines d'arrêt. Mais est-ce que ça l'arrête? Non. Ce taré revient et veut refaire la cascade pour avoir le bon angle. Les producteurs sont en PLS, les assurances menacent de se barrer, mais Spielberg trouve ça courageux. Courageux, mon cul, c'est de la connerie pure, oui. La poursuite en wagonnet, c'est Disneyland sous acide. Ils ont construit de vrais rails, mis les acteurs dans de vrais wagonnets et les ont lancés à fond. Pas de CGI, pas de fond vert, juste de la physique pure et de la terreur authentique. Ford a dit plus tard, j'ai vraiment cru qu'on allait crever. Spielberg riait comme un démon derrière les moniteurs. Un cascadeur s'est cassé le bras pendant la scène de bagarre dans le club. Ils l'ont plâtré et l'ont remis dans la scène le lendemain. Le plâtre donne un effet réaliste selon Spielberg. Ce tournage, c'était les bronzés fonds du cinéma, version cauchemar. Les scènes qui ont niqué une génération. La scène de l'arrachage de cœur, bordel de merde, cette scène, si t'as grandi dans les années 80, tu vois encore Molaram plonger sa main dans le torse du mec et en ressortir ce putain de cœur qui bat encore. Des générations de psys peuvent remercier Spielberg et Lucas pour leur clientèle. L'effet spécial, un mannequin avec un trou, une prothèse de cœur avec un petit moteur et du faux sang à gogo. Simple, efficace, traumatisant.
le MPAA, les mecs qui classifient les films, hein, je vous l'ai déjà dit, a complètement pété un câble. C'est quoi ce bordel? On peut pas montrer ça aux gamins. Spielberg. Bah si, regardez, il n'y a pas de nichon ni de gros mots, donc c'est bon. C'est littéralement ce film qui a créé la classification PG-13. Avant ça, tu passais direct de OK pour les gosses à interdit au moins de 17 ans. Temple maudit était dans une zone grise. Trop violent pour les mômes, pas assez de cul pour être interdit. Solution, on invente une nouvelle catégorie. Merci les cœurs arrachés. La séquence des mines avec les enfants esclaves, c'est germinal chez Disney. Des gosses fouettés, maltraités, qui bossent dans des conditions de merde. Et Spielberg qui dit, c'est éducatif, ça montre les horreurs du travail des enfants. Ouais, Steven, je suis sûr que c'est pour ça que tu as filmé ça, comme un film d'horreur. Les dialogues cultes ou l'art de la réplique à la con. Dr. Jones, pas le temps pour l'amour. Cette réplique de 2001 est devenue culte, même si elle n'a aucun putain de sens. Le gosse parle comme un cookie chinois sous LSD. Les scénaristes ont voulu faire exotique et ont fini avec raciste mais mignon. Willie Scott, cette pauvre conne, a eu droit aux pires répliques de l'histoire du cinéma. 90% de son texte, c'est des variations de « Ah, Indy, j'aime pas les éléphants !» Kate Capshaw a avoué qu'elle improvisait la moitié de ses cris parce que le script disait juste « Willy hurle ». Quelle direction d'acteur, hein. Ma préférée reste Kalima Shaktide de Molaram. Amrish Puri a improvisé cette merde et son rire de psychopathe. Spielberg était tellement fan qu'il lui a demandé de la refaire dans chaque scène. Puri, Steven, je suis un acteur shakespearien. Spielberg, ouais, bah là, tu fais le méchant qui arrache des cœurs. Alors ton Shakespeare, tu te le gardes. La bouffe immonde ou comment dégoûter le public. Eh oui, on va parler de cette putain de scène de banquet. Cervelle de singe, choupe aux yeux, scarabée vivant. Les scénaristes se sont dit, qu'est-ce que les Occidentaux trouvent le plus dégueu? Allez, on met tout. Zéro recherche sur la vraie cuisine indienne, juste du pur fantasme colonial de merde. Le gouvernement indien a refusé les autorisations de tournage en lisant le script. C'est quoi ces conneries? On mange pas ça? Du coup, direction le Sri Lanka qui s'en foutait royalement de l'image de l'Inde apparemment. Sur le plateau, la nourriture puait tellement que certains membres de l'équipe ont vomi rien qu'à l'odeur. Les acteurs devaient faire semblant de manger avec enthousiasme. Ford a raconté, c'était pire que toutes mes scènes d'action. Au moins, quand je me casse la gueule, ça ne pue pas la mort. Les produits dérivés ou vendent des cauchemars aux mômes. Les jouets de ce film, putain, mais quelle idée de génie! Et les enfants, vous voulez jouer à arracher des cœurs? Kenner, la célèbre marque qui a sorti tous les premiers jouets Star Wars, sort une figurine de Molaram avec action d'arrachage de cœur réaliste. Je déconne pas. Tu pouvais littéralement mimer un sacrifice humain avec un jouet pour enfants. Le playset du temple incluait une chambre de torture et une fosse de lave. Les parents adoraient expliquer pourquoi le nouveau jeu du petit Kevin incluait des instruments de supplice. C'est éducatif, ça parle de cultures différentes. Ouais, la culture de l'arrachage de cœur. Mon préféré reste le livre de cuisine du palais de Pankot. Un vrai livre de recettes inspiré du banquet. Évidemment, pas de vraie cervelle de singe, mais l'idée même, qui s'est dit, tiens, les gens vont vouloir recréer le repas le plus dégueulasse du cinéma. Il s'est vendu comme de la merde, sans déconner. Les anecdotes de malade. Dan Aykroyd a failli être dans le film. Il voulait jouer un fantôme. Spielberg dit, Dan, c'est pas Ghostbusters ici. Et Aykroyd qui répond, justement, ça changerait. Heureusement qu'ils ne l'ont pas écouté, sinon on aurait eu Indiana Jones contre les spectres de Cali. L'éléphant qui est tombé amoureux d'Harrison Ford,
Cette conne de Shirley l'éléphante refusait d'obéir à quiconque, sauf Ford. Du coup, Harrison a dû apprendre des commandes en hindi pour pouvoir tourner. Un jour, elle a refusé de bouger pendant 3 heures parce que Ford était parti pisser. 10 000 $ de retard de production pour une envie de pisser. La scène où le mec tombe dans la lave, l'acteur s'est vraiment évanoui. Pas de jeu d'acteur, le pauvre con a fait un malaise vagal en voyant la fausse lave, des lumières oranges et de la fumée. Spielberg dit « Gardez la prise !» L'acteur s'est réveillé avec une augmentation et un début de PTSD, probablement. Les scènes coupées où c'était trop, même pour cet arrêt. Il y a une scène où Mola Ram torturait Indy avec des aiguilles sous les ongles. Ils l'ont tourné, Ford a joué le truc à fond. Spielberg l'a coupé en disant « Bon, peut-être qu'on va un peu trop loin là. Un peu trop loin dans un film où on arrache les cœurs. Non, non, ça pouvait passer. Hein. » Une séquence complète sur l'enfance de 2001 dans les rues de Shanghai existe. On voyait comment il était devenu orphelin, comment il volait pour survivre, coupé parce que trop déprimante. Dans ce film, quelque chose était trop déprimant. Laissez-moi rire. Il y avait aussi plus de plats au banquet, des fœtus d'animaux, des organes marinés. Le studio a dit stop. Les gens vont vomir dans les salles, comme si c'était déjà pas le cas avec ce qu'ils ont gardé. La musique, où John Williams sauve encore le bordel. John Williams, ce putain de génie, revient à recomposer. Et évidemment, il livre un chef-d'œuvre comme d'habitude. Le thème, plus sombre, plus menaçant. Normal, le film est un cauchemar réveillé. Pour la scène, attendez, j'allume ma clope, excusez-moi. Pour la scène du sacrifice, Williams a utilisé des chœurs chantant en sanskrit. En fait, c'était du charabia total. Les choristes étaient tellement mal à l'aise qu'ils ont demandé ce que ça voulait dire. Williams dit « Rien, mais ça sonne démoniaque ». Plusieurs ont refusé de chanter pensant que c'était des vraies incantations sataniques. La musique de la poursuite en Waconnais est un bijou. Williams arrive à rendre fun une scène qui passe dans l'enfer d'une mine d'esclaves. C'est ça le talent, transformer de la merde en or. L'accueil, quand les critiques découvrent leurs limites. À la sortie, c'est le bordel total. La moitié des critiques adorent, l'autre moitié est traumatisée. Notre cher Roger Ebert met 4 étoiles et en mode, c'est un putain de roller coaster. D'autres parlent de pédophilie cinématographique. Véridique, hein. Les parents sont en PLS. On a emmené petit Tommy voir Indiana Jones et maintenant il fait des cauchemars depuis 3 semaines. Les associations familiales gueulent. Spielberg et Lucas comptent leurs millions en rigolant. Le film cartonne quand même. 333 millions de dollars à l'international. Les gosses adorent avoir peur. Apparemment. Ou alors c'est le syndrome de Stockholm cinématographique. J'ai survécu à Temple Maudit, devient un badge d'honneur dans les cours de récré. L'impact culturel ou comment un film a baisé une génération. Ce film a changé Hollywood. La classification PG-13 existe à cause de ces connards. Maintenant, on peut montrer de la violence, mais pas trop, du sang, mais pas trop, des cœurs arrachés, mais attendez, non, ça, c'est toujours trop. Kalima est devenu un cri de guerre pour toute une génération de tarés. Tu peux encore l'entendre dans une salle de ciné et la moitié des quadras vont avoir des flashbacks du Vietnam. Le film a aussi montré qu'on pouvait mélanger aventure et horreur. Avant ça, c'était soit l'un soit l'autre. Maintenant, tous les blockbusters ont leur moment traumatisant les gosses. Merci Spielberg. Les influences sur le cinéma moderne. Regardez n'importe quel film d'aventure moderne avec un passage sombre. C'est de la faute au Temple maudit. Marvel qui tue la moitié de l'univers, Temple maudit.
Harry Potter qui devient de plus en plus dark, Temple maudit. Les méchants sectaires dans les films modernes, tous des copies de Molaram. Avant lui, les sectateurs, c'était des hippies chelous. Après lui, c'était des psychopathes qui arrachent des organes. Même les poursuites en véhicule ont changé. La scène du wagonnet a établi un nouveau standard pour le chaos organisé. Maintenant, si ta poursuite n'inclut pas au moins 3 façons de mourir différentes, c'est de la merde. Le débat éternel est pourquoi on s'en fout encore sur la gueule de ce film. 40 ans plus tard, les fans se battent encore. Team meilleur indie contre team pire indie. Les arguments volent comme des cœurs arrachés. Les défenseurs, c'est audacieux, ça prend des risques, c'est unique. Ouais, se faire chier dessus par un pigeon aussi, c'est unique, c'est pas pour autant que c'est bien. Hein. Les détracteurs, c'est raciste, c'est violent. Willie Scott, Willie Scott, cette pauvre conne reste le personnage le plus détesté de la saga. Mais honnêtement, si on me foutait dans une salle avec des insectes, je ferais pire qu'elle. Sérieux. La rédemption, pourquoi on aime ce merdier maintenant? Avec le temps, ce film de merde est devenu culte. C'est le syndrome de Stockholm cinématographique. On a tellement souffert qu'on a fini par l'aimer. Après les crânes de cristal et ses aliens, et le cadran de la destinée et ses paradoxes temporels, les spectateurs qui arrachent des cœurs, des sectateurs qui arrachent des cœurs paraissent presque raisonnables. Au moins, Molaram ne venait pas de l'espace. Les millennials qui ont vu enfant montrent maintenant le film à leurs gosses. Regarde mon fils, voilà pourquoi papa fait de la thérapie. C'est devenu un rite de passage. Tu n'es pas un vrai fan d'indie si tu n'as pas survécu à Temple maudit. Les leçons du carnage. Qu'est-ce qu'on a appris? Que 2 réalisateurs déprimés ne devraient pas faire de films pour enfants, que les limites existent pour une raison, que parfois trop, c'est vraiment trop, mais aussi qu'un film peut survivre à tout. Temple maudit reste un classique malgré ou grâce à ses excès. C'est la preuve qu'Hollywood peut produire n'importe quoi et qu'on ira quand même le voir. C'est un film qui n'aurait jamais dû exister, fait par des gens qui n'auraient jamais dû consulter, pour un public qui aurait dû fuir. Mais putain, quel film! C'est de la merde, mais de la merde dorée, un cauchemar en technicolor qui reste gravé dans nos cerveaux traumatisés. C'est ça le cinéma. Parfois génial, parfois débile, toujours mémorable. Temple maudit, c'est les 3 à la fois. Un clusterfuck cinématographique qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, et c'est tant mieux. Alors la prochaine fois que vous le regardez, levez votre verre à Spielberg et Lucas. Ces magnifiques bâtards ont réussi à faire un film tellement taré qu'il a changé l'industrie. Et souvenez-vous, si quelqu'un vous propose de visiter un temple ancien en Inde, dites non. On ne sait jamais quand un taré en pagne va vouloir vous arracher le cœur. Allez, Kalima Shaktide, bande de tarés. Col roulé, depuis qu'on t'a greffé des roulettes et bétonné ton cou, tu nous fais croire que tu souffres. Et ça t'empêche pas de nous faire cannibales, hein? Petit canard, va. T'aimerais bien t'ébrouiller dans mes nids avec ta petite pine toute fine. Hein? Sauf que si tu fous comme tu causes, il va falloir éditer la notice. Je sens que ce soir, je vais conclure. Désolé. Encule-moi tout ça avec une poignée de gravier. Montre-leur qui on est, ces bâtards. Les chiens mangent les chiens.